Françoise Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Gard et vous êtes surtout présidente de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Escalade militaire en Israël. Paris a appelé hier le gouvernement israélien à faire un usage proportionné de la force. Est-ce une mise en garde ? Non, je pense que la France, comme toujours, continuera à défendre l'idée qu'il ne faut pas une montée, qu'il ne faut pas d'escalade dans les conflits. Et celui-là en particulier, je crois que nous sommes tous attachés à ce que les choses restent équilibrées. Et dans les réponses, mais aussi, effectivement, nous devons condamner fermement tous les tirs de roquettes qui ont pu Quand avoir les lieu. roquettes tombent sur Tel Aviv, difficile de ne pas riposter. Tout à fait. Mais il y a eu en amont aussi un certain nombre de conflits qui n'ont pas pu être, je dirais, contenus et où les réponses ont parfois été... On peut considérer, vu de l'extérieur, que les réponses ont parfois été un peu plus musclées qu'elles n'auraient peut-être dû l'être. Mais c'est vrai que quand on est dans une escalade de conflits et de violences, il n'y a plus après de responsables ou de co-responsables. C'est une situation dont il faut absolument sortir et c'est toujours la solution politique, in fine, qui doit être la solution privilégiée. Et je pense que le ministre de Le Drian en particulier est aux premières loges et fera tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider éventuellement à la résolution de cette difficulté qui est majeure, parce que je crois que sur la scène internationale, nous ne pouvons pas nous permettre, enfin, c'est chacun d'entre nous qui sommes concernés par cette place des mosquées. Il faut absolument que nous ayons une solution pour sortir au Moyen-Orient en particulier, entre Jérusalem et la Palestine. C'est à Joe Biden de relancer un processus international ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à cette heure-ci. Je crois surtout qu'il faut que très localement, on arrive à retrouver la raison, très rapidement. En France, policiers attaqués, risque terroriste. L'opinion attend tout de l'armée. Voudrait que l'armée remette l'ordre dans les banlieues, règle le problème terroriste. Est-ce que vous vous dites, c'est bien, vous qui vous occupez des problèmes de défense, l'armée est au cœur des Français, ou bien est-ce que vous dites c'est de la déraison ? Je crois qu'on peut se féliciter d'une certaine façon que les militaires aient confiance en leur armée et lorsqu'elle se sent en difficulté, elle ait envie oui, les Français ont confiance. Le réflexe de se tourner vers ces armées, tant mieux. Mais nos militaires ne sont pas là pour pallier, je dirais, le fonctionnement de tous les autres services de l'État. Ils sont là pour protéger le pays, protéger la nation des risques extérieurs. Il contribue à sa façon, dans le cas de Sentinelle, aussi aux risques intérieurs, notamment en matière de protection contre le terrorisme. Mais on ne peut pas attendre tout d'eux avec le nombre de militaires et surtout sa responsabilité. Ce n'est pas l'essence d'un militaire que de s'occuper de la sécurité des Français. L'attente de l'opinion, on l'a vu à travers le soutien dans les sondages exprimé à ces fameuses tribunes de généraux dans la presse. Ça vous a surpris, ce soutien des Français aux tribunes des généraux ? Je crois que ce qui me surprend, mais qui me surprend encore, mais qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que l'opinion publique soit à ce point encore aussi crédule, en fait, et soit aussi facilement manipulable, alors que on n'a pas de raison de s'inquiéter et qu'on ne sait même pas s'il s'agit de militaires. On ne sait, pour la première tribune, il s'agissait d'anciens militaires. Il y avait que 18 membres d'actifs qui seront lourdement sanctionnés parce que ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur raison d'être. Mais là, la seconde tribune, elle est complètement virtuelle. On ne sait pas de qui il s'agit. Pour vous, ce sont des militants d'extrême droite qui s'expriment, mais pas des militaires ? Absolument. D'abord, c'est interdit pour un militaire d'être un militant. Il a le droit d'être un citoyen dans sa vie privée, mais son obligation de réserve le contraint à ne l'exercer que dans le cadre de sa citoyenneté classique, mais il n'a pas à arborer une quelconque opinion politique dans le cadre de ses fonctions. C'est extrêmement dangereux, ça serait dangereux pour notre démocratie, pour notre pays. Mais c'est vrai que l'opinion publique est de plus en plus
être manipulé dans son et en fait tous les concepts sont mélangés et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Moi, ce que je retiens de cet épisode là pour les mois à venir, c'est cette capacité avec quelques comptes fictifs, virtuels, à manipuler l'opinion française. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que les élections de l'année prochaine pourraient être placées comme une cyberguerre sous la menace de hackers qui répondraient n'importe quoi. Absolument, parce que une fois que l'accusation est portée, quelle que soit la véracité et l'authenticité des auteurs, on ne peut pas contrecarrer. Le mal est fait. Là, on voit bien qu'il y a deux perdants. Ce sont les Français parce que ça les perturbe, et surtout les militaires parce qu'ils sont assimilés à des choses sur lesquelles ils n'ont aucune capacité de réaction. On est armé en France pour lutter contre ces fausses informations, contre ces cyberguerres. On s'y prépare. On s'y prépare de plus en plus. Il y a eu une montée en charge des moyens en termes de cyberdéfense et de cyberattaque très importante de la part de l'État, et notamment y compris dans le ministère de la Défense, parce que c'est aussi sur les territoires extérieurs. C'est un nouveau champ de conflictualité. Et c'est une nouvelle forme de conflictualité hybride, en fait, sur ces zones hybrides et grises sur lesquelles les États-puissances agissent. Et ça ne demande pas beaucoup de moyens. Si la Russie nous attaque demain pour perturber l'élection avec des... Elle peut tout à fait le faire. Elle peut le faire avec une vingtaine de comptes qui tout de suite rentrent en constellation et sur lesquels, si on n'est pas extrêmement réactif, dans les heures qui suivent, deviennent une vérité contre laquelle il est difficile de lutter. Et ça va être de la part de chacun d'entre nous. Nous devrons être extrêmement vigilants. Et là-dessus aussi, les journalistes devront faire très attention et bien vérifier et chaque fois redétricoter et revenir à la réalité factuelle et pas virtuelle. Nous sommes effectivement très vulnérables en la matière. Alors, la vaccination s'amplifie à cette approche de déconfinement. Là encore, beaucoup de Français considèrent que si l'armée avait géré la vaccination, ça aurait été plus rapide et plus efficace. Vous approuvez ? Il est vrai que nos armées ont une immense capacité en termes d'organisation et de logistique. C'est leur savoir-faire répondre à n'importe quelle crise partout dans le monde. Donc cette crise-là, cet ennemi-là soudain, c'est vrai qu'en termes d'organisation, elle sait faire. Certainement plus que des ministères comme celui de la Santé dont ce n'est pas la raison première de s'occuper de logistique, mais je dirais de mettre en œuvre une organisation des soins classique. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait, cette logistique militaire? Elle a été mise en œuvre. La résilience a été mise en œuvre au moment où les services de l'État l'a demandé. Elle a contribué largement à la mise en œuvre, à la fois donc, dans le cadre des hôpitaux de proximité, notamment à Mulhouse, dans les dom-toms. On l'a fait aussi sur la logistique, sur les transports logistiques. On l'a fait, nos militaires, et puis aussi pour la vaccination récemment. Donc, il y a eu une contribution de la part des services de santé aussi des armées, mais le service de santé des armées, c'est 6 000 personnels qui correspondent à peu près à 1% de la capacité médicale française. On l'a peut-être un peu trop affaibli ces dernières décennies, ce service de santé. Elle a été démantelée. On va dire même pas affaiblie, elle a été totalement démantelée. Et c'est vrai que nous devons réserver ces personnels des services de santé. Pour sa première des raisons, c'est de pouvoir répondre à une agression massive sur les territoires d'opérations extérieures, où sont à peu près mobilisés 650 personnels. Et puis ensuite, répondre sur le territoire français à la prise en charge de la santé de nos militaires et des gendarmes et de leurs familles. Le pass sanitaire a été rejeté hier par les députés. Alors le Premier ministre annonce une nouvelle délibération. Comment convaincre le MoDem de voter ce pass ? Je crois que nous reviendrons à un équilibre politique. Je crois qu'il y a eu c'est l'état d'urgence qui inquiète les centristes. Il ne faut pas prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 octobre ? Non, je pense qu'il y a eu des incompréhensions qui vont être rattrapées assez rapidement aujourd'hui. Donc nous, Français, nous aurons un pass sanitaire pour aller écouter un concert dans un stade ou voyager ? Je pense que nous devons aller vers cela. En tout cas, ça me paraît la meilleure des solutions, ou en tout cas la plus adaptée à la situation actuelle. Oui, nous allons y arriver. Est-ce que la crise sanitaire qui va engager une crise économique va amener, vu la dette française désormais, à un rabotage du budget des armées qui est un budget important ?
Eh bien, il ne le faut pas, vous le disiez vous-même, nous avons besoin d'une armée efficace. La remontée en puissance s'est faite ces dernières années dans le cadre d'une loi de programmation militaire qui a sa remontée, enfin, qui doit Il a un continuer à calendrier. monter. Il y a un calendrier qui est fixé. On est à 1,7 milliard cette année et encore l'année prochaine. Et donc, nous devons, en termes de milliards qui sont consacrés, de budget, nous devons continuer à consacrer cette remontée en puissance. Sinon, mais c'est un choix, effectivement, on peut perdre en termes de souveraineté nationale et internationale. Et après, à ce moment-là, il faudra se poser la question de savoir de qui nous acceptons d'être dépendants. Et la question, ça va être la Chine ou les États-Unis. Entre autres. Mais vous voyez bien que nous avons notre propre souveraineté française, qui est fondamentale, qui est notre ADN stratégique, militaire, mais aussi, je dirais, de notre démocratie, depuis De Gaulle. Et deuxièmement, aussi, cette souveraineté européenne vers laquelle nous devons tendre et sur laquelle le président de la République met tous ses efforts. Les Occidentaux quittent l'Afghanistan après 20 ans de présence. Est-ce qu'après 8 ans au Sahel, la France doit se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à partir, poser un calendrier de départ ? La réponse militaire est un des stades de la présence. D'abord, nous sommes présents dans cette zone sahélo-sahélienne uniquement parce que les États l'ont demandé. Donc nous en partirons lorsque les États auront repris aussi, se sentiront en capacité de faire face eux-mêmes à cet ennemi. C'est-à-dire qu'ils soient formés, qu'il y ait eu une remontée en puissance de présence aussi sur les territoires. Il y a 4 piliers dans notre présence sur place. Et donc les piliers, c'est la remontée aussi en puissance des armées, la possibilité des États de reprendre droit aussi partout sur le territoire, ce qui n'est pas le cas. Donc nous les accompagnons. Donc nous et sommes puis encore là apporter pour cette aide au développement. Le volet militaire n'est qu'un des volets, des 4 volets de cette opération Barkhane. Diriez-vous encore aujourd'hui, comme le président de la République l'a dit il y a quelques mois, que l'OTAN est en état de mort cérébrale ? L'OTAN doit être effectivement revu dans ses nouvelles modalités. Non, il n'est pas. Enfin, il est d'une certaine façon. Enfin, la Turquie nous a amené à nous poser la question de savoir comment il pouvait se repositionner. L'OTAN est un des piliers de notre souveraineté internationale, du monde démocratique. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir uniquement cette capacité d'intervention. Et je crois que notre place singulière au sein de l'Europe nous oblige aussi à repenser notre capacité et notre indépendance. Et nous devons être à côté de l'OTAN et des États-Unis qui resteront notre allié. Mais nous ne pouvons pas être uniquement sous le parapluie de l'OTAN. La défense européenne, l'Europe de la défense, ça doit être au cœur de la présidence française de l'Europe début 2022. Oui, c'est un des immenses enjeux et le président de la République est extrêmement déterminé à continuer à poursuivre sur cette voie. L'un n'est pas au détriment de l'autre. Nous devons à la fois renforcer le multilatéralisme qui a été mis à mal par Trump, mais en même temps, nous devons construire à côté, continuer à renforcer cette stratégie autonomie et cette autonomie stratégique européenne. Françoise Dumas, merci, bonne journée. Merci à vous.